Voilà. En tout cas, c'est décidément pas votre matinée parce qu'on va recevoir un invité qui lui excelle dans une discipline dans laquelle vous excellez pas du tout. Ouais, c'est laquelle parce qu'il y en a beaucoup. Le speed riding. Maxence Cavalade est notre invité. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il choisit toujours la bonne heure, celle où on chante tous en cœur, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Non mais et décidément on sait pas y faire dans cette expression. Il est blessé Maxence. Merci beaucoup. Non mais vraiment. Non, on n'est pas comme ça. Hier matin on a fait servir Cléopâtre d'Arleux, ça manquait vraiment d'élégance. Là c'est Maxence qui a la main gauche en vrac. Je suis quand même dans l'élégance. Oui, enfin, j'ai essayé quoi. Mais la main gauche quand même en vrac. Qu'est-ce que c'est que ça? Il nous a ramené un bon fromage. Alors j'ai pas compris, c'est bizarre. C'est bizarre ce. Maxence, c'était le. Bah je sais pas, c'est pas du fromage de Savoie ça en tout cas. En tout cas, le petit-déj du bon montagnard. Merci beaucoup Maxence d'être avec nous ce matin avec plaisir. Dans l'Expresso. Je sais pas si vous savez, Youssoupha, mais Maxence, il fait partie de ces gens, moi que je trouve un peu fatigants. Ces gens qui nous filent que des complexes. Ouais. Parce que Maxence, il sait tout faire. Il est moniteur de ski, de snowboard, moniteur de plongée sous-marine, professeur de jiu-jitsu, de judo, moniteur de parachutisme et d'un autre côté, il a aussi un groupe de musique puisqu'il fait du jazz manouche et il est également kiné ostéo. On se sent quand même très con à côté. Première question, avec les filles, comment ça se passe? Ah bah oui, direct. C'est un peu compliqué. C'est l'emploi du temps qui est compliqué. Chapeau Maxence pour toutes ces activités, mais si vous êtes là, c'est parce que vous êtes surtout un grand champion de speed riding. Discipline qui mêle le ski et le parapente. Donc on va déjà commencer par faire un petit peu de pédagogie. Racontez-nous votre discipline, comment elle est née et comment on la pratique. Alors comment elle est née, c'est un parachutiste émérite qui s'appelle Fred Fugin et un ami à lui qui s'appelle Vince Refait qui sont les plus grands parachutistes du moment et qui ont eu l'idée une fois de mettre des skis avec leur parachute à la montagne parce qu'ils aiment aussi beaucoup le ski. Ça c'était en 2001 et du coup de cette première activité est né le speed riding. Après il y a tout un groupe qui s'est monté autour d'eux avec notamment des personnalités comme François Bon qui est un parapentiste de haut vol, on va dire, et qui ont développé l'activité, le matériel, les techniques. Et puis moi, je les ai rencontrés rapidement, donc j'ai commencé le speed avec eux dès les débuts, quoi. Alors là, on voit des images absolument extraordinaires. C'est dingue, absolument dingue. Racontez-nous ce qu'on a dans la tête, dans la peau, partout, les sensations quand vous êtes actif, comme ici, voilà. On a envie de se mettre à votre place. Racontez-nous. Bah alors effectivement, c'est un sport à sensation. C'est un sport qui mêle beaucoup de glisse. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce sport, c'est que c'est très varié. On glisse sur la neige, donc l'intérêt c'est quand même de skier. Et on a aussi la glisse en vol. J'ai beaucoup de gens qui me demandent pourquoi on fait du speed riding si l'intérêt c'est de skier. Mais même quand on skie avec la voile au-dessus de la tête, en fait les sensations sont différentes parce qu'on est porté par la voile. Donc on est très léger sur les skis. C'est vraiment des sensations différentes du ski tout seul. Donc c'est vraiment chouette. Et puis on exploite le terrain en 3 dimensions puisqu'on peut à la fois être sur la neige et puis s'envoler pour aller se poser ailleurs et re-rider notre pente ailleurs. Les spots sont incroyables du coup, parce qu'il y a quelque chose qui mêle les pistes de ski les plus remarquables avec justement les spots aériens, etc. Et comment ça se choisit, ça, comment on se retrouve là? Bah exactement, en fait on choisit les lignes en regardant les montagnes, on observe les montagnes, on se dit tiens là il y a quand même une ligne qui est incroyable, où on voit des pentes enneigées qu'on va pouvoir skier, on voit aussi parfois des espaces un peu escarpés, et donc où on pourrait pas aller en ski, à moins de mettre des cordes, faire des rappels dans tous les sens. Et là, on peut accéder à ces pentes-là et puis voler avec la voile. Donc, on regarde la montagne et puis on se dit, tiens, là, ça a l'air de passer. Il faut regarder les obstacles sur la ligne, bien sûr, qu'il n'y ait pas soit de ligne électrique, parce qu'on est en montagne, parfois aux stations de ski, il peut y avoir des lignes électriques, des remontées mécaniques ou des arbres, et puis un endroit pour se poser aussi en sécurité. Et puis, à partir de là, on peut y aller, quoi. Et le 30 mars, il s'est passé quelque chose de très particulier. C'était à Val d'Isère. Racontez-nous cette folle journée, celle du record du monde que vous avez établi, que Patricia, d'ailleurs, notre assistante,
va vous montrer. Regardez. Merci Patricia. Il y a du- 47 il y a du 700 budget, hein, dans ce- centimètres. il y a du budget hein, dans cette émission. Il y a grave de Non, mais l'oseille. Il y a grave de À l'oseille. une perruque près, franchement, on faisait illusion. C'est joué à rien. Pas grand-chose. Merci beaucoup, Patou. Son numéro, hein, c'est ça. J'aime cette émission. C'est pour ça que je reviens tout le temps. On est en train de sombrer, on touche le fond. Non, je vais aller- Parce qu'il y a Patou qui fait la folle derrière, moi je m'en remets pas. Maxence, racontez-nous cette journée du 30 mars. C'est dingue parce que là vous avez fait que monter et descendre toute la journée. Voilà, alors l'idée m'est venue un jour où je m'entraînais dans ma station à Val d'Isère, où j'ai enchaîné, donc on dit de enchaîner des runs, on prend les remontées mécaniques et on fait une ligne et puis on reprend la remontée et puis on va rider ailleurs. Et puis ce jour-là, les conditions étaient excellentes, donc j'ai enchaîné en fait les runs. Et à la fin de la journée, enfin plutôt un peu avant la fin de la journée, parce que je tenais plus debout, j'avais pas prévu de m'entraîner autant, donc j'avais pas mangé, pas bu, etc. Donc j'étais crevé vers 16h, j'ai dû m'arrêter. Et en faisant le bilan, je me suis rendu compte que j'avais fait presque 30 000 mètres de dénivelé, donc ce qui est quand même, Ouais. pour moi dans ma tête, c'était déjà énorme. Et c'était juste après que Félix Baumgartner il est sauté de l'espace là quelques mois ou quelques années après. Et du coup, j'ai pensé à lui avec son saut de l'espace où il est sauté à 38 ou 39 000 mètres. Et je me suis dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas en faire autant? Au moins autant déjà en une journée de speed à Val d'Isère, et du coup l'idée m'était venue comme ça. Et puis récemment je me suis lancé le projet d'un autre record du monde et du coup il fallait financer ça et du coup j'ai fait cet événement pour pouvoir aussi gagner un petit peu de sous et financer mes entraînements pour un autre record. Et du coup on a passé la journée à tourner sur une remontée mécanique qui s'appelle l'Olympique, qui est une remontée mécanique qui monte de presque 900 mètres en 5 minutes. Et du coup, ça permet de faire beaucoup de runs dans la journée et de faire un maximum de dénivelé dans la même journée. Et établir ce beau record qui a mis un peu de lumière sur cette discipline très sympa. Mais mieux que les mots, il y a les images. Ce qu'on va vous proposer, c'est 2 minutes de total régal speed riding, tout simplement. Regardez, appréciez, c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est absolument génial et ça me fait dire que j'aurais aimé être un peu plus courageux dans ma vie. Ouais, j'ai raté la casse-courage. J'étais en train de me poser la question justement de tout ce que ça coûte comme type d'effort. Et je me demandais justement à Maxence comment on se rend sur les hauteurs pour pouvoir faire une glisse aussi incroyable après. Comment on se rend sur les hauteurs et du coup, quelles sont les qualités physiques que ça demande en fait entre la descente et les montées Alors dans la pratique classique du speed riding, les qualités physiques elles sont pas énormes parce qu'on utilise beaucoup les remontées mécaniques.
Ouais. Et en plus, le fait que la voile nous porte, c'est pas un effort physique extrême. Un peu de gainage ça quand demande- même. Pardon Un peu de gainage quand même. Oui, non, bien sûr, il y a un minimum, mais c'est pas quelque chose où ce qui est le plus fatigant, en fait, c'est d'enchaîner les runs et d'avoir les variations d'altitude, mais physiquement, l'effort est pas extrême. Par contre, ça demande beaucoup d'habileté technique, beaucoup de choses qui doivent se monter ensemble. Déjà, au niveau du ski, il faut être bon skieur, donc ça demande du temps. Et ensuite, bien sûr, le pilotage de la voile et mêler les deux en même temps. Donc ça demande pas mal d'habileté technique et ça s'acquiert au fur et à mesure du temps quand même. Ça s'acquiert pas en une saison. Maxence, parce que Youssoufa est d'un naturel modeste, il ne vous a pas dit qu'il était lui aussi skieur aguerri, première étoile, je crois, obtenu à Superbest, c'était il y a 2 mois. Ouais, effectivement, je me rappelle pas, mais ça va venir. Une meurt d'envie de vous accompagner. Non, mais comment on devient un bon speedrider? Quels sont les... Alors, pour être un bon speedrider, il faut commencer par être débutant. Et pour débuter, il est déjà un skieur solide, j'imagine. C'est ce qu'on demande. En fait, il vaut mieux être un sauteur extraordinaire, ou aguerri, ou alors faut être un skieur déjà. Non. En fait, peu importe l'expérience sous voile, ce qu'il faut, c'est être un bon skieur. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on évolue sur des neiges qui sont, c'est toujours hors piste. Donc ça peut être de la croûtée, de la neige dure, des bosses, de la poudreuse. Donc il faut être solide sur les skis. Donc l'expérience en hors piste est importante pour ça, pour pouvoir se décentrer et piloter la voile. Et la deuxième raison, c'est que quand on a la pratique du hors-piste, on a la lecture du terrain. Et la lecture de terrain en speedriding, elle est primordiale parce qu'il faut avoir l'analyse de la trajectoire, etc. Pas se faire surprendre par des obstacles et tout ça. Et le fait d'avoir une expérience hors-piste permet d'avoir cette lecture-là. On évolue quand même à haute vitesse, donc il faut être capable de regarder loin. Voilà. Maxence, je crois aussi qu'au travers de votre pratique, vous avez fait l'objet d'expériences scientifiques. C'est ça? Oui, tout à fait. Moi, j'ai travaillé un petit peu avec un laboratoire de recherche en Belgique quand je faisais mes études de kiné. Et de fil en aiguille, on a toujours... Non, mais j'avais dit, c'est très agaçant. C'est horrible. Et donc voilà, ça m'a fait rencontrer des gens dans ce milieu-là. Et on va prendre un café, on va troquer à côté. Il est kiné, le gars. Il va sortir la gratte, un peu de jeune manouche. Non, pardon Maxence. Peut-être pas ici, mais... Et du coup, avec ces expériences-là, j'ai rencontré des gens. Et là, on essaye de travailler avec une start-up qui s'appelle ID qui propose des solutions un petit peu pour des gens qui veulent faire des projets d'innovation. Et le principe, là, j'étais équipé pendant toute la journée du record d'un bracelet qui me prenait des mesures. Le principe de leur start-up, là, de leur projet, c'est de pouvoir faire de la mesure physiologique en temps réel. Et ça, c'est super bien pour proposer du service aux gens. Alors, les applications, pour essayer d'être clair, c'est un petit peu complexe. C'est par exemple, on prend un sportif, par exemple, il travaille beaucoup sur la course automobile. Et on prend un sportif, avant on faisait des mesures, et après la course on disait, bah tiens, tu vois, là t'étais fatigué, après la journée on prend les datas, on les analyse, et on va dire, tiens, il faudrait, à ce moment-là, il aurait fallu boire. Et là, le principe de leur projet, c'est de pouvoir faire l'analyse en temps réel, et en temps réel dire, là, il faut que tu boives. Diagnostiquer directement pour optimiser la performance. Exactement. Donc moi, j'étais équipé de ce bracelet-là qui m'a pris toute une série de données pour leur faire une data pour pouvoir avancer sur ce truc-là qui est prévu pour 2020. Enfin, ils espèrent pouvoir sortir le truc en 2020. Maxence, parce que votre passion, c'est d'être au cœur de la nature au quotidien. Vous la voyez, évoluer comment, cette nature? Comment cette montagne? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que la question écologique est très importante, vous êtes inquiet, tout simplement? L'inquiétude, j'ai toujours un petit peu d'inquiétude parce que je trouve qu'on est quand même très nombreux et puis ça se développe à vitesse grand V, on voit quand même des évolutions. À la montagne, c'est peut-être un petit peu moins rapide qu'ici en ville. Moi, je reviens sur Paris de manière ponctuelle et quand je vois l'évolution à chaque fois que je reviens, je me dis, waouh, à chaque fois c'est de plus en plus, de plus en plus. La montagne, on a le même phénomène, mais c'est peut-être un petit peu plus au ralenti. Mais effectivement, il y a une croissance qui est quand même... Au niveau du réchauffement et de tout ça. Alors, ouais, c'est les saisons depuis 20 ans que je suis saisonnier et que je travaille à la montagne l'hiver, on sent une variation au niveau de la saison, c'est-à-dire que les saisons elles étaient beaucoup plus stables avant. Et souvent les gens ils disent il y a moins de neige, il y aura moins de neige qu'avant. Je suis pas sûr qu'on aura moins de neige qu'avant.
Par contre, on voit des pics des journées très chaudes en plein milieu d'hiver, chose qu'on n'avait pas avant. Les hivers étaient beaucoup plus lisses, ou quand ça commence à être froid, ça restait froid toute la saison. Et maintenant, ça peut être froid, puis tout d'un coup très chaud, puis de nouveau glacial la semaine d'après. Et on a des variations de température comme ça qui sont plus impressionnantes, quoi. Et ça, tu sais qu'il va nous remettre encore un petit taquet parce que monsieur a d'autres projets en sensation forte, mais c'est pas fini encore. Non, c'est pas terminé. Ah ouais, d'accord, j'ai bien fait de venir. Il y a d'autres projets en chute libre cette fois. Alors, racontez-moi, chute libre, étoile, là il y a un gros projet qui se monte pour peut-être battre un record un jour. Voilà, alors en fait c'est des records qui existent déjà, qui sont organisés tous les 2 ou 3 ans. C'est un record de free fly, donc c'est de faire la plus grosse figure avec des parachutistes qui se tiennent la main. Donc on part d'avion à 6000 mètres d'altitude, il y a 200 parachutistes qui sortent d'une dizaine d'avions, et le but du jeu c'est de constituer la plus grosse étoile la tête en bas. Donc c'est pour ça en free fly. Et le dernier record a été tenté l'année dernière, je crois, à Chicago. Ils avaient tenté de faire 167 parachutistes qui se tiennent la main, et je crois qu'ils avaient échoué le record. Et donc moi, je me suis mis l'idée d'essayer de participer à la prochaine tentative, qui est en 2021 à Chicago. Donc là, hier, j'étais en Espagne jusqu'à hier pour les entraînements au record de France qui se déroulent l'année prochaine. Et donc pour s'entraîner déjà au record de France, essayer de participer au record de France, et peut-être espérer faire partie du record du monde dans 2 ans. Mais ça, c'est pas encore sûr. Il faut que je m'entraîne sérieux parce qu'il y a du niveau et je l'ai pas encore. C'est incroyable. Quel rapport vous avez à l'adrénaline? Parce qu'on a l'impression, en vous écoutant, que c'est un peu comme une drogue. Que c'est addictif. En fait, j'en sais rien. Moi, je suis addict au projet. J'aime bien faire des projets, j'aime bien mener des projets avec des gens. J'ai des petits projets, genre acheter une maison, choses comme ça. C'est un peu rock'n'roll. Voilà. Non, mais après, c'est... Mais du coup, après, est-ce que l'adrénaline, justement, comme t'en parlais, ou alors le trac, ou la peur, parce qu'en fait, mine de rien, c'est des choses qui sollicitent le défi, etc. Ça existe encore, ça s'entretient encore, ou alors justement, c'est absorbé, ça, comment ça se passe, du coup? Je pense que c'est très individuel, et ça dépend aussi des disciplines. Moi, je parle de mon expérience personnelle, celle que je connais le mieux. Dans ces sports-là, bizarrement, j'ai jamais eu peur. C'est quelque chose qui ne me fait pas peur. Et quand j'ai peur, je le fais pas. D'accord. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de gérer leur peur de manière différente. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir peur. Et quand j'ai peur, je le fais pas. Donc moi, j'ai jamais eu peur vraiment. Par contre, je suis très focalisé, très concentré quand je fais ce genre de discipline. Et voilà, c'est ce qui me plaît, c'est d'être à fond, vraiment être moi entier et dans ce que je fais, quoi. Et ça, c'est ce qui me plaît dans ces sports-là, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix. On peut pas être à côté, quoi. Puis j'imagine que paradoxalement, plus on est casse-cou, plus aussi on fait attention, on ne part pas à n'importe quelle condition sur les sommets. Mais je pense que je suis pas casse-cou du tout, justement. Je suis au contraire très prudent, et c'est ce qui m'a permis de faire ces sports-là, peut-être c'est la perception un peu grand public qu'on a des fois des sports extrêmes, c'est-à-dire que c'est des gens un peu qui sont comme ça en mode YOLO, rien n'est presque préparé, qui sont freestyle et tout ça là. Et en fait, à chaque fois qu'on a l'occasion d'avoir, même sur ce plateau et tout, parler avec des sportifs extrêmes de haut niveau, en fait, on est étonné justement par la précision et l'exigence que les mecs ont, et les mecs ou les filles ont sur eux-mêmes et sur leur activité. Bien sûr, mais si vous voulez mon avis, ces sports étaient extrêmes il y a 20-30 ans, parce que les gens qui les pratiquaient ils découvraient. Donc c'est vrai qu'ils se mettaient dans des situations extrêmes. Aujourd'hui, moi j'appelle ça des sports environnementaux. C'est pas des sports extrêmes parce qu'on peut pratiquer de manière très progressive, comme j'ai fait moi. Donc vraiment apprendre les bases, les aptitudes petit à petit, et finalement ne jamais se mettre dans une situation extrême. Donc c'est pas un sport extrême, c'est un sport environnemental où on s'habitue. Mais il y a des sports justement extrêmes qui ne sont pas arrivés à maturité et dont vous ne voulez pas personnellement entendre parler aujourd'hui parce que vous estimez que c'est un peu folie que de les tenter, que de les essayer. Je pense, comment ça s'appelle le truc avec la voile là? La wingsuit, le base jump, ce sont les exemples typiques de sports qui sont quand même très récents, où il y a un engagement très important. Je suis persuadé que dans 20 ans, on pourra pratiquer le base jump et la wingsuit de manière beaucoup plus safe qu'aujourd'hui. Ça le sera peut-être jamais, parce que le base jump, c'est quand même quelque chose de dangereux. On a peu d'échappatoire, en fait. Mais on fera probablement la pratique du base jump dans 20 ans de manière plus safe qu'aujourd'hui, avec l'expérience des gens, l'évolution du matériel, l'évolution des techniques, et les connaissances. Et Yous,
Il a quand même des petites failles. Hein. Comment vous êtes fait ça? Ouais, non, mais parce que moi, je suis gentil aujourd'hui. Moi aussi. Moi, j'ai mal Personne ne nulle le fait part. remarquer, mais bon. J'ai un petit torticolis, mais rien de méchant. C'est pas de bol parce que habituellement, ça fait très longtemps que je me suis pas blessé. C'est vraiment pas grand chose, mais c'était en soufflerie la semaine dernière. En soufflerie. En soufflerie, c'est du parachutisme indoor où je m'entraînais pour le record de France et j'ai tapé la vitre et du coup voilà, j'ai peut-être une petite fracture. Je vais faire une radio demain. Bon. Elle n'est pas si parfait que ça. Non, Je suis déçu. pas tant que ça. Ouais, je suis déçu. Et vous savez quoi, Youssoufa, c'est que vous allez avoir l'occasion de lui montrer qu'il n'est pas si parfait que ça parce qu'on va vous tester, vous mettre en concurrence, messieurs. Oh là là. C'est tout de suite. Ça va être lors Oh là là. lors d'un quiz ski. Allez, on va mettre tout ça en place. Ah d'accord. Eh oui, eh oui. On va se lever. Non. On va faire notre petite question pour. D'accord. Yaya. Un quiz ski, qu'est-ce que ça vous inspire, Youssoufa? Que ça m'inspire déjà qu'on a énormément de budget, parce que maintenant il y a des lettres, à côté des boutons, etc. Et tout ça, c'est Patricia qu'on embrasse pour tout son travail, son dévouement pour cette émission. Sans Patricia. Bon, un quiz ski, j'imagine que ça vous fait peur? Oui, ça, c'est pire que ça. Tu vois, lui, il parlait du manque de peur, là, je vais totalement... Sauf que c'est pas bien compliqué. Mais je sais pas. Vous allez juste devoir trouver des mots ou des noms avec ski dedans. Ski, bah oui. Voilà, donc tout simplement. Dans cette émission, rien n'est jamais dans Non. Je connais des gens. Alors, par contre, il y a challenge. C'est-à-dire que vous vous engagez. Si Youssoufa perd, vous devrez lui faire faire son baptême de parapente dans les 6 mois avec preuve à l'appui, vidéo et tout. Oh Je là fais là. pas de parapente. Bah alors son baptême de speed riding. On peut faire à 2 speed riding. Ouais, maintenant on fait du biplace en speed. Ouais. En fait, Alors, il veut baptême dans les 6 mois. Non, mais il veut me balancer quelque Dans part. les- Moi, je serai à Tahiti, ça va pas être possible. Bon, bah pour l'hiver prochain, vous avez un an pour le faire, ça marche? Ça marche. Youssoufa, Ouais. si vous perdez, par contre vous Maxence, vous devez écrire une chanson hommage à Youssoufa en jazz manouche. La vache. Ça marche? Ah bah oui, faudra. Je vais gagner. Pareil, vous avez un an pour le faire, mais vraiment, hein, on prend franchement, le baptême si vous perdez, la chanson il faudrait bien si que je vous commence. perdez. Il fallait bien que je commence un jour et ben voilà. Le quiz ski, un peu de concentration messieurs, parce que J'aime bien cet les enjeu. questions ne sont pas évidentes. J'ai été joueur de foot, j'ai joué à Lille, Auxerre, Nantes, Lens, City. Allez l'OM. J'ai pas bien entendu. Donc c'est dans ça que va le budget de l'émission. Ok. C'est bon à savoir, hein, c'est bien à savoir. Antoine Sibierski. Ouais, 1-0. Oh non. Alors, C'est ça en fait. ouais. Ok, d'accord, ok. Oh, d'accord, j'ai bien compris le. Je pilote un voilier. Skipper. Oui. On en parle du bruit du buzzer. On en parle ou pas le bruit du buzzer? Et ça fait rire Ça me Patou, fait c'est charmant. Toute la matinée ou qu'est-ce qu'il y a? Héros d'une série de la fin des années 60, début 70. Starsky. Non, faux. Je suis un animal. Donc déjà, je vous enlève un point parce que... Parce qu'on est vraiment trop nuls. Un kangourou. Skipper. Skippy. Skippy. Bon, allez. Ouais, Bon, Ah non, on va pas. celui-là, tu peux pas le valider. Non, mais je validerai. Ouais, Skippy, oui. On reste sur un partout. quoi, ça, Skippy? Héros d'une série de la fin des années 70-80. Ouais, Skippy. Ah ouais, je t'ai pas encore. On l'a dit. Allez l'OM. Starsky. Ça c'est bas. 2-1 pour Youssoufa. Crime et châtiment, les frères Karamazov, le joueur. Crime et châtiment. Les frères Karamazov, le joueur, messieurs. Non, mais- Bac L, première L. Ah ouais, non, mais le PS déjà. tu- Ouais, non, mais il y avait quand même 2 heures de français par semaine. Dostoïevski. Dostoïevski, je l'ai dit. Bon, allez, 3-1. J'ai dit. Putain, ça sent la Là, chanson. tu l'avais dit ça. Ah, j'ai dit. Bon, Je l'ai dit. 3-1 Youssoufa. Buteur polonais du Bayern. Bon, bah, alors là, Lewandowski. Pass. 4-1 Maxence, qu'est-ce qui se Je passe? sens que Ah je vais non, avoir la chanson. là, vous êtes Je sur des sens trucs, la sur des chanson. domaines où moi. Tu la vois comment la chanson en jazz manouche? Elle va être réussie. Ça va être réussi, forcément. Les raisons du mal de crâne de notre chef d'édition ce matin. Le whisky. Le whisky, bien joué. Passer les soirs ensemble ou pas? Non, mais ce buzzer est incroyable. Je pourrais le garder. Révolutionnaire communiste assassiné sur ordre de Trotsky en 1940. Merde sur ordre de Staline. Un point chacun. Pour ça, c'est là, il a pas C'est dit la la- réponse. Ça part vraiment en vrille, je ne présenterai jamais question pour un champion, je suis en train de... Non, c'est pas possible. Alors là, celle-ci. Attention, subtilité. Petit prodige de la Juve et international italien. Il a 19 ans.
Moi, le foot, Moïski, non, ouais, non. Moïski. Non, mais Ça non. fait la dernière. Mais non. On est à 4 partout. 4 Tout va partout, se ok. jouer maintenant. Non, 5-4. Allez, on va dire que la Non, dernière non, compte non, double. décisif. 4-4. Tout se joue sur la dernière. Ok. Alors, ouais. Chien aux yeux bleus. Husky. Ah, même sur ça, il a perdu. Mais quelle remontada Bravo incroyable. Maxence. C'est Maxence qui a gagné. Donc, du coup, tu vas être obligé de faire un big place de speed quand même. Mais j'ai Dans pas- les 1 an, mais- Youssoufa avec Maxence sur un Vraiment, speed, hein. Moi, ride, je le fais, vidéo- hein, vraiment. Moi aussi, je le ferai, Vraiment. pas de problème. vidéo à la Je ne sais clé. pas si ma famille regarde, c'est la dernière fois que je vous vois. Je vous salue, je vous aimais bien. Et voilà, je vais mourir. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, et on les attend avec impatience, les images. On se retrouve dans quelques instants C'est pas gentil. pour la suite de l'Expresso. Merci beaucoup, Maxence. C'était top. Merci. Je pourrais le garder ce 2 heures. Eh bien, celui-là. Must have been. 9h36, c'est la dernière partie d'un Expresso très animé ce matin. On a bien rigolé. Avec Maxence qui nous a mis une Ouais. boost, hein, surtout. Ben, en ce moment, on est bien d'accord, c'est pas ma semaine de win. Hein. Non, Voilà. non. Clairement, voilà. Ça va, fait des dans tous les semaines cas. comme ça. Voilà. Avec City qui l'a repassé devant lundi, alors là, c'est dingue. Ah bah, ça va être la catastrophe. Là, on est dans la sale période. quand même. Ouais. Mais bon, on remontera la pente ensuite. On va remonter la pente déjà tout de suite dans l'Expresso avec un chouette invité, Steve Solagnac. C'est la story de la semaine. Bonjour Steve. Ça va bien Youssoufa, Maxence. Maxence, ça va chanter. Steve, on a plein de choses à vous dire, notamment sur un défi assez fou que vous vous êtes lancé avec votre pote Alex. C'est ça. Celui de rallier en courant les 11 stades de football professionnels de Londres en 3 jours, 110 km au total. On va les citer, ces stades: Millwall, Charlton, West Ham, Tottenham, West Ham, celui des Queen's Park, Chelsea, Fulham, Brentford, Wimbledon et Crystal Palace. C'est ça? C'est ça, sauf qu'il y a un 12e qui va normalement se rajouter, parce qu'il y a le club de Leyton Orient qui est passé de 5e division en 4e division donc la semaine dernière. Donc normalement ça fera 12 finalement. Pourquoi, tout simplement, vous êtes lancé ce challenge? Au détour d'une simple discussion entre deux passionnés de grand doping, je ne sais pas si on va en parler. On va en donc parler c'est la après, passion ouais. des stades. Donc grand fan de foot anglais, et puis tous les deux en cours. Donc on a voulu mêler en fait les deux activités. Avec un but humanitaire, une cagnotte également. Tout à fait. D'ailleurs, je vois le t-shirt, courir pour Marie. Oui, courir pour Marie, tout à fait. Donc on a une cagnotte effectivement pour nous permettre de mettre en place ce projet. Là on arrive sur 90% de financement. Voilà, et puis cette aventure a un but humanitaire aussi avec l'association Courir pour Marie qu'on défend. Voilà, donc c'est une association qui permet à des enfants handicapés et polyhandicapés d'assister à des événements running. Donc de courir dessus avec des fauteuils adaptés, ce qu'on appelle des joëlettes. Alors, au cœur de cette passion, au commencement de tout ça, il y a quelque chose qui s'appelle le ground hopping. Excusez mon anglais. C'est tout simplement la passion des stades. C'est vraiment quelque chose qui se développe avec des gens comme vous qui adorez chaque week-end aller découvrir des stades, mais à tous les niveaux. Vous, c'est au Royaume-Uni que vous concentrez votre attention. Quel plaisir, tout simplement, vous avez quand vous allez découvrir un stade, je sais pas moi, de 4e division en plein cœur des Midlands. C'est authentique. Ouais. Voilà, donc l'authenticité. Moi, j'aime bien tout ce qui est historique aussi dans le foot, donc j'aime bien aller voir des stades effectivement de 3e, 4e, 5e division, aller en Écosse, en Irlande du Nord, voir des stades en fait où on retrouve l'authenticité. Parce qu'on a beaucoup aujourd'hui de stades très contemporains, un petit peu sans âme entre guillemets. Moi, ce que j'aime, c'est les stades décrépits, voilà, donc des petits stades où on a des ambiances un peu champêtres. Donc racontez-nous un peu votre vie, votre week-end. Vous avez fini de bosser le vendredi, vous avez planifié à l'avance la visite de stade un peu partout au Royaume-Uni. Comment ça se passe? Moi, c'est un peu particulier parce que je vis en France, donc Ouais. je fais des déplacements en Angleterre ou ailleurs au Royaume-Uni. Mais effectivement, c'est quelque chose auquel je pense moi souvent. Je mets souvent des parcours en place. Quand je me déplace, j'essaie d'aller voir sur 3, 4, 5 jours un maximum d'équipes. Donc ça peut être 2 matchs par jour, par exemple. Donc voilà. C'est incroyable cette passion. Un stade coup de cœur.
Racontez-nous l'histoire d'un stade qui vous a vraiment marqué. Il y en a plusieurs, c'est difficile d'en ressortir un. On parlait tout à l'heure en coulisses de l'équipe de Wolverhampton qui a un super stade. Après à Londres, je dirais Fulham, qui est un stade très authentique, donc un stade avec une entrée de briques rouges. Craven Cottage. Voilà, Craven Cottage, qui est au bord de la Tamise. Vous avez un espèce de balcon aussi très ancien. Vous avez dans une tribune qui longe la route, alors j'ai oublié le nom de la tribune, ça ne me reviendra pas. Vous avez des sièges en bois en fait, donc qui sont comme à l'ancienne. Voilà, comme à l'ancienne, et en fait c'est des sièges qui sont protégés, donc le club n'a pas le droit d'y toucher. Donc ces sièges qui ont plus d'un siècle, je crois. Mais cette passion est dingue, hein. Il y a des gens qui passent leur week-end à aller voir des matchs de deuxième division albanaise pour découvrir une ambiance, une culture, une architecture de stade, ça existe vraiment. Mais c'est là où c'est mis en avant et du coup le choix de la ville de Londres est vraiment excellent parce que moi je suis passionné de foot, j'aime aller dans les stades et tout ça, et une fois je me rappelle que j'étais allé voir une finale de Liverpool à Wembley contre City, et j'en avais profité parce que sur le même samedi, le main event, c'est-à-dire la finale de la Coupe de la Ligue était le soir, et sur le même samedi j'avais pu aller à l'Emirates, à White Hart Lane, dans la même après-midi, parce que le week-end, les matchs se jouent l'après-midi et les finales le soir. En une seule journée, j'avais pu découvrir 3 stades. Et c'est vrai que Londres a cette spécificité-là en Europe. En Amérique latine, c'est encore autre chose que je connais moins, mais Londres a cette concentration de beaux stades, que ça soit dans le haut niveau de l'élite et après aussi dans les divisions inférieures, où en un week-end, vraiment, on peut aller voir plusieurs matchs agréables. Alors, par exemple, le White Hart Lane, c'était pendant la construction du nouveau stade. White Hart Lane, c'est un peu plus en banlieue, et les Emirates sont en plein centre-ville, et c'est moderne. Le nouveau Wembley, c'est un peu hors de la ville, mais c'est très impressionnant et tout ça là. Mais du coup, le choix de Londres, il est vraiment typique. Enfin, voilà, pour ceux qui aiment le foot, c'est vraiment une bonne idée. D'ailleurs, Youssouphat, on a fait un paquet de stades, hormis Anfield, parce que ça. Anfield, c'est la maison. Anfield, c'est la maison. De tous des stades, celui qui t'a. Wembley, quand même si j'ai pas connu l'ancien Wembley, ça m'avait vraiment impressionné. Et quand même si ça peut être un bon souvenir, c'était la première fois cette semaine que j'allais au Camp Nou, c'était quand même très impressionnant. Vraiment très impressionnant et tout. Mais après, j'aime bien aussi les stades un peu comme tu dis à l'anglaise, avec ce côté un peu rectangulaire, très stade de foot, etc. et tout ça là qu'on peut retrouver. En France aussi, on a des stades qui sont pas mal et qui ont un bon esprit. Moi, j'aime bien par exemple Geoffroy Guichard et tout ça là. Il y a un peu cette ambiance un peu à l'anglaise, très rectangulaire, avec un public qui est très Bollard aussi à Lens, Bollard aussi à Lens, que j'aime beaucoup. Moi, Bollard et Geoffroy Guichard, c'est les stades que j'ai le plus appréciés en France. Et la tribune dont on parlait tout à l'heure, c'est Stevenage Stand, c'est ça, la plus vieille tribune des 4 divisions professionnelles anglaises. Vous, votre stade préféré dans l'île Fulham, mais ailleurs en Europe, vous avez vu des stades peut-être dans des pays un peu moins évidents qui vous ont marqué? Alors moi, mon stade préféré, c'est celui de Glentoran en Irlande du Nord, précisément. Donc Marseille n'avait pas joué Glentoran il y a 20 ans de cela, il me semble, je crois. Je crois que c'est l'année où ils ont gagné la Ligue des Champions en 93, premier tour. Tout premier tour, Et donc, qu'est-ce qu'il a, ce stade, pardon? C'est un stade particulier, en fait, si vous voulez. Il est très ancien. Déjà, il a des couleurs particulières. C'est du vert, du rouge, du noir. Donc, c'est assez peu commun, déjà, le vert au Royaume-Uni. Vous trouvez peu de clubs qui jouent en vert. Après, c'est un stade qui s'appelle The Oval, qui a une forme ovale. Et puis, vous avez, pareil, des sièges en bois. C'est un stade qui est particulier, parce qu'au loin, vous voyez les grues du port de Belfast. Vous avez les avions qui passent juste au-dessus. Il y a plein de petits trucs comme ça. Ça a vraiment beaucoup de charme. Qu'est-ce que vous pensez des stades modernes? Est-ce qu'il y a vraiment à boire ou à manger, ou alors vous les trouvez tous un peu très fonctionnels, bien sûr, parce qu'ils sont modernes, mais un peu aseptisés pour la plupart? C'est le mot que j'allais dire, aseptisé, C'est des stades que je trouve un petit peu sans âme, entre guillemets. On n'a pas le côté histoire. Bon, effectivement, c'est des stades récents, donc il n'y a pas d'histoire dans ces stades-là. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne reconstruise pas des stades sur les anciens. C'est fait assez peu souvent. Souvent, on reconstruit des stades qui sont en périphérie des villes. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui pourrait être pas mal, c'est de garder l'esprit des anciens stades, peut-être ramener des choses de l'ancien, etc. Ça, c'est assez peu fait. Ils le font dans certains stades en Angleterre, mais ça reste quand même très rare. Geoffroy Guichard l'a fait pendant la rénovation du stade. On a gardé l'esprit initial du stade. C'est toujours un peu compliqué, justement parce qu'il faut entretenir cette histoire-là, mais après aussi il y a un souci de modernité pour la rentabilisation. C'est-à-dire que maintenant aujourd'hui il y a cette conception où les stades sont un peu des centres commerciaux. On a besoin que les gens viennent au stade tôt et puis puissent vivre dedans, etc.
Il y a un choix un peu compliqué à faire, mais moi je suis un peu comme toi, j'aime l'histoire des stades et tout ça, mais après les clubs doivent évoluer dans ce sens-là. Dernière toute petite chose, un contact pour votre challenge, celui de relier les 11, peut-être 12 stades, et puis un contact également pour les gens qui voudraient s'intéresser et pourquoi pas devenir aussi groundhopper. Groundhopper, ouais, c'est ça. Ouais, Est-ce que vous avez un contact ou quelque chose? Non, pas de contact particulier. Après, on a sur les réseaux sociaux des personnes qui font ça. Bon, moi, à titre personnel, j'ai commencé il y a à peu près 10 ans. J'ai fait aux alentours de 100 stades. Ouais. Voilà, vous trouvez sur les réseaux sociaux. Moi, je connais une personne, par exemple, en France, qui fait ça tous les week-ends, donc partout en Europe. Voilà, je ne sais pas comment il fait pour se financer d'ailleurs. Et j'ai un ami en Angleterre qui est en train d'être repris dans les médias parce que son fils, il fait tous les stades avec son fils qui a, je crois, 7 ou 8 ans. Et lui, il a dû faire tous les stades anglais de première à 15e division. Il a dû en voir entre, si je dis pas de bêtises, 300 et 400. Merci. Ah ouais. Impressionnant. Ouais. En tout cas, d'être venu nous parler Merci de votre passion pour les stades et ce joli challenge. Ce sera en août, c'est ça, d'ici 2-3 mois. On a parlé de course à pied, on a parlé de speed riding. On va enchaîner maintenant avec du Pilates, avec Vincent Parisi qui va venir nous donner son petit cours hebdomadaire. Tiens Vincent, d'ailleurs. Bon, je fais attention. Vincent. Ah non, c'est la bonne main, ça va. C'est la bonne main. Ça, Vincent, vous avez un point commun avec Maxence, puisque Maxence fait du jujitsu. Oui, Vincent. tout à fait. Et, d'ailleurs, on peut lui poser une question. Ah bah allez-y. C'est lui demander qu'est-ce que le jiu-jitsu a pu lui apporter dans ses défis, dans sa pratique. Alors moi je suis pas jujitsuka, je suis plutôt judoka, mais c'est vrai que pour passer le brevet d'état en France, c'est la fédération française de Ça tombe bien, Vincent, il est tout. jiu-jitsu. Donc, vous allez Du vous coup, entendre quand il même. faut être judoka et jujitsuka, mais moi le jujitsu c'est pas du tout mon truc, j'ai fait une carrière de judo. Et le judo, alors, en l'occurrence, même Bah, question. c'est un peu les mêmes. Alors pour les mêmes, ma carrière sportive, moi le judo ça m'a avantages. donné, je pense, déjà une condition physique pas trop mal à la base, et puis surtout beaucoup de coordination, d'équilibre. Je pense que ça c'est vraiment des qualités que j'ai tirées du judo et que j'ai pu retranscrire dans les autres sports. Ça m'a pas mal servi. Et je pense que aussi, j'ai l'impression que si dans ma carrière de skieur, de toutes les conneries que j'ai faites, je me suis jamais trop blessé, je me suis jamais rien cassé, c'est peut-être parce que je tombais beaucoup au judo et j'ai appris à beaucoup tomber sans me faire mal. Et du coup, voilà. Ça a appris aussi à battre Youssoufa. Non. Ouais, non, c'est ma semaine de loose. Je reviens très fort, vous inquiétez Là, pas. Youssoufa, je me sens pas très bien non plus ce Ouais, matin. ouais, C'est voilà. pas facile. Ouais, voilà, c'est pas facile Surtout pour que là, je personne. pense qu'on va être ridicule en pilates. C'est parti pour la leçon. Allez, Vincent. Avant de passer à la leçon, une petite histoire, une belle histoire. Alors vous allez voir, aujourd'hui, donc justement, on parle de Pilates. Donc le Pilates, qu'est-ce que c'est? C'est un renforcement des muscles profonds responsable de la posture. Donc il y a toute une histoire très intéressante. Regardez l'image suivante. On va parler de celui qui a fondé, qui s'appelle Joseph Pilates. Alors vous allez voir, il y a un montage. Joseph Pilates et une île. Pourquoi je vous expliquais? Joseph Pilates, il est né chétif, asthmatique, avec une malformation de jambe. Et son père était gymnaste, on va dire professionnel. Sa mère était naturopathe. Donc c'est une médecine en marche un petit peu, où on fait tout ce qui est sur des méthodes naturelles. Et en fait, il a compris qu'en pratiquant beaucoup de sports différents, les effets sur son corps étaient réels. Donc du coup, il s'est inspiré des étirements des animaux, des sportifs, et également des méthodes comme le yoga. Alors c'est une personne qui est née en Allemagne en 1883, qui a immigré en Angleterre. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'est retrouvé sur l'île de Man, où il était comme résident britannique placé pour s'occuper un petit peu des malades et des gens qui étaient blessés. Et il a mis sa méthode en place. Sa méthode s'est avérée presque intéressante, puisqu'il y a eu en 1919 une épidémie de grippe. Et tous ceux qui avaient pratiqué sa méthode sont restés vivants. Incroyable. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il est repéré, donc il va dans un hôpital pour s'occuper des blessés. Et là, il crée ce qu'on appelle le réformeur. Il utilise comment dire,
les ressorts d'Eli pour créer cette méthode Reformer qui est connue dans le monde entier où on utilise des appareils avec des ressorts pour se renforcer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il rentre en Allemagne avant les années 30 et il se rend compte de l'idéologie qui se passe en Allemagne et donc il fuit son pays. Il fuit les nazis quelque part puisqu'il va prendre le bateau. Sur son bateau, il va rencontrer Clara qui sera sa future femme. Il part aux États-Unis et là, il va à New York. Et à New York, il est dans un immeuble avec une école de danse très connue là-bas qui s'appelle le American Ballet School. Et il va tester ce qui va devenir le Pilate sur ces danseurs. Et il faut savoir que historiquement, les danseurs, ce sont eux qui ont développé cette forme de Pilate partout dans le monde. Donc regardez les caractéristiques de cette discipline, améliorer la posture. Et c'est un équilibrage musculaire, donc ça équilibre tout le corps, ça améliore la souplesse articulaire, ce qui est très important, et ça améliore les gestes du quotidien. Et aujourd'hui, nous avons la coach Diane, Eh oui, bienvenue qui est Diane. spécialiste du Pilate, et qui va venir vous faire... Ça va Diane ? Ça va, Vincent ? Voilà, qui va vous faire découvrir. Alors tout le monde debout, s'il vous plaît, Oh messieurs. non. Allez, c'est parti. Voilà. Oh. Youss, t'as l'habitude. En plus, tu nous as expliqué, c'est quand on avait la grippe. Moi, ça va, je suis en bonne Alors, santé. Bon, François, il va tester, Bonjour, mais il a un Diane. petit peu mal au cou. D'accord ? Ça va bien? Bonjour Diane. Voilà, il est en train de me pousser Bonjour le Diane. coach. Ouais. J'ai un petit torticolis, donc Ouais. on va y aller mollo. On va y aller, Ouais. Donc Diane, elle va se mettre devant, Youss juste à côté, voilà. parce que Voilà, c'est l'élève voilà, modèle, voilà, Maxence. J'ai mis une chemise pourtant, Diane. Ouais. Allez, Alors, ce que je vais vous demander, c'est de tout simplement vous placer au sol, vous asseoir. D'accord. En tailleur, en assis, en Bah, quoi? alors, soyez un tout petit peu espacés, un tout petit peu, parce que sinon, vous avez On a des raisons de s'inquiéter, Diane? Un petit peu. Ça va? Vous êtes Ouais, prêts très bien. Ça va. Alors, je vais vous demander de vous allonger maintenant. Allongez-vous. Sur le dos. Tranquillement sur le dos. Vous allez plier vos jambes. Ça, c'est pas mal. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un petit peu nos abdominaux de façon très profonde. Vous êtes parce que prêts? ça rend le ventre ferme. Parce que l'été, c'est dans pas longtemps, hein, donc on en profite. Alors, vous allez placer les mains sur le ventre. Ouais. Vous allez inspirer, vous allez gonfler votre ventre très très fort. Et en expirant, vous allez le rentrer très très fort jusqu'à avoir une tension dans le bas du ventre. Quand vous l'avez, cette tension-là, vous allez essayer de la préserver. C'est bon, vous l'avez? Rentrez fort, hein. Hyper fort. C'est bon? Vous la préservez au maximum, cette tension. Je vais vous demander de lever vos genoux à 90 degrés au-dessus des hanches. Voilà. Vous gardez bien les mains maintenant le long de votre corps. On reste, hein, on essaie de rester concentré. Ok, vous allez inspirer, puis en expirant, vous allez tendre vos deux jambes devant vous, à 45 degrés. Tendez les jambes, devant, devant, devant. Gardez le ventre bien rentré. Est-ce que vous commencez un petit peu à trembler? Tirez le ventre un peu plus. Je sens bien, ouais. Inspirez, descendez vos jambes lentement, un tout petit peu, sans cambrer le dos. Et en expirant, vous revenez. Remontez, en expirant. Super. Inspirez, vous descendez les deux jambes. Allez Vincent. Et en expirant, on remonte. Encore une fois. Vous allez faire la même chose sans que le ventre ne gonfle quand vous descendiez. Ah, Ça va, Youss? ah. Et on revient. Je suis encore vivant. Ok, vous restez en bas à 45 degrés, vous bougez plus. Bougez plus, bougez plus, bougez plus. Comment ça se passe pour vous? Mal. Donc c'est pas une pratique de vieux hein, quand même. Hein, Moi, vous je voyez fais bien, attention au bas du ventre. pliez les deux jambes, 90 degrés. Et vous allez placer vos deux mains derrière votre tête. Vous allez inspirer, décoller votre tête du sol. Et en expirant, vous allez rapprocher les côtes des hanches. Et là, normalement, si le ventre est bien rentré, vous allez bien sentir vos abdominaux. Ça va? Ouais. On va recommencer le même exercice. Inspirez. Et en expirant, vous tendez vos deux jambes devant vous. Voilà. Inspirez, on revient. Pliez les jambes. Et en expirant, on tend encore, sans bouger le buste. Une dernière fois. Ok, restez là. Chef, Allongez ça tremble vos de jambes. partout, là. Je vais vous demander d'allonger vos bras comme vos jambes derrière vous. Oh là là. À 45 degrés. Oh là là. Sans plaquer les lombaires. Oh là là. Sans plaquer les lombaires. Au secours. Respirez. Inspirez. Envoyez la pub. Puis en expirant. Y a pas une suite là? Allez, relâchez. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste encore 3 minutes. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est le plus facile. Ça va, c'est facile, hein? La pub, elle arrive jamais quand on veut. Hein. Alors, vous allez Vraiment. vous asseoir maintenant, tranquillement. Et on va faire le mouvement emblématique, comme vous avez pu voir sur la photo tout à l'heure. C'est un peu chaud. Vous avez senti qu'il faut bien utiliser le centre du corps pour pouvoir bouger. Hein. Vous allez inspirer, garder les jambes bien fléchies. Et en expirant, vous allez basculer vers l'arrière à 45 degrés sur l'arrière des fesses. Ça va? Ouais. Ok. Allongez vos bras. Et là, tout le monde a peur. Ah non, j'ai peur. Vous allez inspirer.
Et en expirant, vous rentrez le ventre, rappelez-vous, hop, et vous décollez une jambe. Déjà rien que ça tremble. Inspirez, on revient, on pose. Et en expirant, on lève l'autre jambe. Ouvrez bien la poitrine. Youssoufa découvre le mot abdominaux. Allez, Aspirez. C'est ça, Puis en expirant, vous décollez la jambe droite et la jambe gauche. L'apothéose. On reste là. Ouvrez bien la poitrine. Inspirez. Oh mon Dieu. Et en expirant, on tend une jambe. Oh mon Dieu. L'autre, on essaye. Ça va être chaud. On ouvre la poitrine, on respire. Inspirez, pliez une jambe. C'est dur de fou. Ok. On commence ou pas? Ah oui, allons-y, si, on va le refaire. J'ai pas bien compris, chef. Allez, on inspire, Quel on bascule. Mais quel Et faillot on expire, on celui-là. rentre bien son ventre. Vous On ouvre bien sa expliquez bien. poitrine. On décolle une jambe en expirant. Inspirez, prenez le temps. Et en expirant, c'est l'autre. Et on reste là. Et on bouge plus. Bon. L'été, c'est dans pas longtemps. Hein. Ouais. Les garçons, vous allez penser que vous avez une poitrine façon 2020, donc bien carrée. Paf. Oh là là. Levez la poitrine. On peut arrêter, chef? Putain, Voilà. de bronze, moi. Mais non, on n'arrête pas, ça fait du bien. On a une minute avant le générique, c'est Mais pour ça. ouais, Moi, c'est c'est- pas du tout pas. Moi, ça me fait pas mal. Justement, Mais... pour la pause du générique, vous allez bien poser, allonger les deux bras et les deux jambes. On est sur l'exercice du teaser. C'est le mouvement emblématique du pied. Allez, on lève les jambes, on lève les jambes, on lève les jambes. On va rendre l'antenne comme on n'a jamais rendu l'antenne. Rendez l'antenne. Ça va. Posez. Posez. 30 secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On n'arrive pas à attendre les gens. Oh là là. Merci beaucoup, Diane. C'était super. Ah non, mais là, On a tout appris. là, C'est la là, fin de c'est réel. l'expresso. Bon, merci les gars. C'était l'expresso, c'était la dernière. C'est la fin de l'expresso. C'était bien. Vanessa revient la semaine prochaine. Et ce sera bien. Merci, Diane. Merci. Merci, Maxence. Merci, Steve. Merci, Vincent. Bon dimanche sur Bein Sport. Vous avez été infâme. C'est terrible.